Hey, salut tout le monde, bienvenue à 168 heures. Super content de vous retrouver. Aujourd'hui, à l'épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Catherine Turgy. Catherine, c'est une randonneuse de longue randonnée. Elle part pendant des semaines avec son sac à dos. Puis elle est en train de compléter les derniers segments du Sentier national au Québec, ce qui va l'amener dans les prochaines semaines à être la première personne à compléter cet exploit-là. Puis on la prend là, vers la fin de cette aventure. Fait qu'elle vient nous partager son parcours, comment elle est passée du monde corporatif très performant à haut niveau dans un univers hyper cérébral à décider de vouloir ralentir le rythme dans sa vie personnelle à l'extérieur du travail, puis vouloir trouver des compromis qui l'amènent à être beaucoup plus dans l'équilibre, dans l'écoute de ses besoins de grands espaces d'oxygénation. Franchement, moi, j'ai connecté avec son parcours pour des raisons intimes puis personnelles. Je pense que ça va être le cas pour plusieurs personnes qui peuvent être parfois au prix avec ce dilemme de vouloir travailler, prendre soin de soi, être à l'écoute des autres, être à l'écoute de soi, performer, prendre le temps. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que j'ai pu en avoir à l'interviewer, puis en apprendre beaucoup plus sur la recherche du bonheur par des petites choses simples. Bon épisode! On est chanceux de t'avoir parce que tu es comme en train de finaliser ton projet, tu travailles en même temps, on tourne là, en semaine. Oui. Moi, ce que je trouve fascinant, entre autres de ton histoire, c'est cette espèce de quête d'équilibre entre passer du temps en nature, puis en même temps subvenir à tes besoins, travailler. Tu travailles pas directement dans le monde de l'aventure. Fait qu'il y a cette recherche d'équilibre-là. Puis le chemin qui t'a parcouru pour te rendre jusqu'à trouver un peu la recette qui fonctionne le mieux pour toi. Puis peut-être que la recette n'est pas finale. Mais tu sais, je suis vraiment curieux d'explorer cette portion-là. Puis évidemment, de parsemer ça un peu d'anecdotes de ton parcours puis de tes dernières longues randonnées. Parce que finalement, tu viens d'un monde vraiment plus cérébral, un monde d'ingénieurs. C'est ce travail-là qui me permet de vivre. Fait que la recherche d'équilibre, j'étais beaucoup dans la performance aussi avant. OK. Parce en commençant la course à pied, j'étais très dans les chiffres, j'étais très dans la performance. Je suis comme, OK, si je commence à courir, c'est pas pour rien, je vais m'inscrire à un demi-marathon en partant. Ah ouais, J'avais jamais couru de ma vie. Puis ça a été pas super le fun, mais c'était ça, tu sais, c'était la performance qui passait avant le bonheur. Ta carrière te demandait de te dépasser, puis d'être hyper rigoureuse, puis hyper dans la performance déjà. Ouais. Puis là, ce que tu allais chercher en t'entraînant en triathlon ou à la course, par exemple, dans les autres disciplines, à la base, qu'est-ce que tu allais chercher là-dedans, puis où est-ce que finalement tu as réalisé que ça comblait pas ton besoin? Ça a été un moment un peu difficile dans ma vie. J'ai un peu brisé. OK. Suite à ce deuxième événement-là, même au travail, je voyais plus mes amis, je voyais plus ma famille. Ah ouais, hein? Ma vie sociale était très faible, je me sentais isolée. Je m'en vais où comme ça, tu sais? Ah ouais, Puis hein? du jour au lendemain, ça a brisé. Ça a vraiment cassé. Wow. Plus de son, plus d'image. Ça a été un mur qui s'est dressé devant moi. Là. J'ai frappé le mur complètement. Wow. Puis là, tous les petits pourquoi que j'avais eu avant, là, ils résonnaient dans ma tête. Puis je suis comme, fallait que je les écoute. C'est ces petits pourquoi-là qu'il aurait fallu que j'écoute pour pas frapper le mur, mais je les ai jamais écoutés. Je me suis jamais vraiment écoutée. Puis sans me rendre compte, c'est pas parce que je voulais pas m'écouter, c'est que t'es dans une direction comme ça, t'es déconnecté un peu de toi-même. Fait que tu fonces comme un train à grande vitesse, puis à un moment donné, ça... T'es rentré dans Moi, le ça mur. m'a frappé. Ouais, je suis rentrée dans le mur, puis... Ouais, ça me parle personnellement, en fait, ce que tu partages. Fait que j'ai comme une... Ouais, c'est fort, là. Ouais, parce c'est que ça. c'est quelque chose qui est pas tangible, puis qu'on parle de plus en plus, heureusement, là, mais qui est difficile à exprimer, parce que c'est pas rationnel. T'sais. Puis quand on est beaucoup alerte au regard des autres, puis qu'on a peur du jugement, puis qu'on est quelqu'un qui veut toujours plaire, qui cherche la reconnaissance, tout ça vient nuire à la guérison. Là. C'est beaucoup de patterns à défaire.
Vraiment, vraiment, vraiment. Puis ton appel à aller dehors puis à bouger, s'est transformé, si je comprends bien, à travers ce processus-là de guérison, de transformation. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a émergé au bout du cheminement? Quelques années avant, j'ai ma tante Evelyne, qui est très chère à mes yeux, qui est un personnage important dans ma vie. Elle m'avait amené dans les Adirondacks. On avait fait le Mont Giant. Ça, c'est pendant que je faisais des demi-marathons et tout. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, waouh! La montagne, on peut pas courir ici. T'sais, la montagne m'impose un rythme. Là. On dirait que la nature m'impose quelque chose. Puis elle me parle. Puis cette impression-là, à ce moment-là, est restée dans ma tête un peu tout le long. Et j'ai découvert la course en sentier. Fait que je perdais toujours pas l'idée de la course, mais je me suis lancée sur les sentiers. Là, j'ai retrouvé la nature que j'avais connue dans les Adirondacks. Puis je suis comme, oh mon Dieu, mais là, je peux courir là-dedans. Let's go. Puis au fil des courses, j'ai comme, mais elle est belle, la nature autour de moi, tu sais. Pourquoi je marcherais pas? Mon premier trip de backpacking, j'ai croisé une dame sur l'Appalachian Trail, qu'on croisait dans ce chemin-là, qui était en train de le faire. Elle devait avoir dans cinquantaine, elle était toute habillée en rose, un peu dépareillée. Tu sais, peu importe ce que les gens pensaient d'elle, elle était là, puis elle était tellement vivante. Puis j'ai croisé cette dame-là, puis elle dit, je fais l'Appalachian Trail. Là, j'ai fait comme, mais je veux ça. Je veux faire ça. Je me voyais en elle, j'étais comme, wow, l'Appalachian Trail, tu sais, pourquoi pas moi? Pourquoi pas je la ferais? Fait que je me suis vraiment donné ça comme objectif. À la base, c'était pour mes 40 ans. Je m'étais dit, je vais faire l'Appalachian Trail quand j'aurai 40 ans. Puis plus les années passaient, plus ça se rapprochait. Je suis comme, non, mais je vais la faire en 2021. Ah non, je vais la faire en 2020. Puis là, j'étais prête en 2020. Puis pendant 3 ans, là, je préparais ça. Puis là, enfin, mars 2020, j'allais chercher mon petit écusson au départ en Georgie. Puis j'étais vraiment fébrile de commencer ça. Puis on entendait un peu parler aussi de la COVID dans ce temps-là, mais je me suis dit, pas grave, je vais être en sécurité dans la forêt. Bon, on comprenait pas trop l'ampleur. C'était en Europe. C'est juste en Europe que ça se passe. Ici, ça va bien aller. Là, t'es début mars 2020. T'as pris des billets d'avion, t'as mis le travail sur pause. Après avoir fait tout ça, t'être préparé, t'es au début du sentier. Ça se passe comment pour toi les premiers jours? Comment tu te sens au départ de ce projet complètement débile? Je ne touchais plus à terre. Malgré le poids de mon sac, au début, là, je flottais. Là. Fait, quand tu es au départ, pour les gens qui connaissent pas tant l'Appalachian Trail, tu es au départ, là, ce qu'il y a devant toi, c'est quoi? Parce que c'est des milliers de kilomètres, c'est plusieurs états, plusieurs types de végétation. C'est les Appalaches, ça passe direct par la crête des Appalaches sur 3500 km. Ça traverse 14 États. Ils sont pas très grands, les États, dans ce coin-là. Ça permet d'en traverser une couple. Puis c'est ça, 3500 km avec énormément de dénivelé, parce que ça passe par les montagnes. Puis évidemment, le temps estimé pour le faire, c'est, j'imagine, 3-4 mois au moins? Ah, ça peut être plus. Là. Le record à la course, je pense, c'est quelque chose comme 40 jours. Là. Mais j'ai vu en marchant, c'est les gens se prévoient en moyenne 5 mois. 5 mois. Ouais. Des fois, il y en a qui le font en 7, il y en a qui le font en 4. C'est tellement personnel, là, selon le nombre de kilomètres qu'on peut couvrir par jour. Là. Évidemment, tu as besoin de ravitaillement en cours de route, d'équipements peut-être qui changent ou qui brisent, mais de nourriture aussi. Fait que tu croises des villages. Oui, c'est quand même un sentier qui existe depuis longtemps. Fait que les épiceries puis les centres urbains ou les villages en chemin sont prêts à accueillir les randonneurs. Là. Fait qu'ils ont l'équipement pour... Il y a une économie qui s'est bâtie autour du sentier. Oui, il y a un lifestyle. Là. C'est vraiment un mode de vie, l'Appalachian Trail. Là. Tu rencontres des gens, tu finis... Il y a tout un vocabulaire et un langage qui se crée. Là. On appelle ça des tramily. Quand tu finis par te faire un groupe de randonneurs qui se suivent là, au même rythme, là, ça fait des tramily. Les gens se donnent des noms de sentiers. Les gens ne s'appellent pas par leur prénom. Au début, oui, puis à un certain moment, tu te fais rebaptiser. Un peu comme un camp de jour. Là. OK, par ton tramily, par ton gang de... Tu peux pas te nommer toi-même. C'est les autres qui te donnent un nom. OK. Fait que tous ceux que je connais au début, ceux que j'ai commencé avec, je connais leur prénom, mais les autres que je rencontrais au fil du chemin, c'était 5 o'clock, c'était Turtle, c'était Shower Ballonné, Noodle Slime. Tous des noms... C'est sérieux? C'est tous des noms de sentiers ou de segments ou de... Non, ils se font donner un nom, un surnom. Okay, un totem, exactement. On se fait donner un totem selon des anecdotes, selon ce qu'on a vécu avec les autres ou selon notre histoire qu'on a racontée. Là. As-tu baptisé du monde, toi? Moi, j'ai pas baptisé personne. J'ai approuvé un nom de quelqu'un que je randonnais avec, qu'on l'a appelé Glacier, parce qu'il buvait tout le temps le Gatorade bleu. Puis lui, il avançait lentement mais sûrement, comme un glacier. Comme un glacier. Il s'appelle Glacier.
On m'a donné un nom au bout de quelques jours, je pense au bout de 5-6 jours. Ok, c'est ça, j'allais te demander. Ouais. Quand les gens ont su là, que la frontière du Canada, j'étais la seule Canadienne du groupe. Il y avait une Australienne avec moi, Noodle Slime. Ok. Puis j'étais la seule Canadienne, puis quand les frontières ont fermé, on dit « Ah, t'as traversé juste à temps, t'es libre. » Puis tu sais, j'étais francophone, fait que la statue de la liberté et tout. Fait qu'ils ont décidé de m'appeler Liberty. Ah, wow! Fait que c'était mon nom de trail, Liberty. C'est donc bien significatif avec tout ton processus. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pleuré quand on me l'a donné, puis eux autres, ils mesuraient pas. Tu sais, on va l'appeler Liberty parce que c'est ça qu'on connaît de toi, mais ils connaissent pas tout le processus. Les larmes qui coulent, pis sont comme, mais voyons, on pensait pas. Oui, il était comme 7 h le matin, ils déjeunaient ensemble, puis ils étaient en caucus pour me trouver un nom. Moi, je pliais mon hamac, puis j'étais arrivée pour les rejoindre, puis ils m'ont dit ça dans la brume du matin. Ah, c'était un moment, là. C'était beau, là. Puis il était content que je l'accepte parce que tu peux aussi refuser ton nom de traite. Okay. Moi, j'ai comme, OK, j'accepte. Let's go. Fait on s'est un peu écarté, mais j'étais trop curieux de comprendre un peu plus la dynamique. Fait que les premiers jours de marche, ça se passe comment? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de longue randonnée, là, c'est quoi la dynamique, la routine qui s'installe, les tâches à faire? Ouais. Comment tu gères tout ça? Au début, c'est plus long à monter le camp et à le défaire parce qu'on n'est pas nécessairement habitué à cette routine-là. Mais oui, c'est tout le temps la même chose. On marche, on choisit notre endroit pour dormir. Puis sur l'Appalachian Trail, il y a des possibilités de campement à tous les 10 km à peu près. Fait que souvent, tu fais 20 ou 10, ou 20 ou 10. Mais des fois, c'est 7, des fois, c'est 13, des fois, c'est 26. Fait qu'arriver au camp, au moment où tu choisis, tu t'accroches ton hamac, soupe, accroches la nourriture, te mets au dodo. Fait qu'il y a une petite routine du soir qui s'installe, jaser aussi avec les autres randonneurs. On n'est jamais seul vraiment. Quand on arrive à un campement, il y a d'autres gens qui campent autour. On n'est jamais très isolé. Dans la journée, je croisais personne. Puis le soir, en arrivant à un campement, il y a souvent des gens qui se greffent, qui arrivent plus tard, à des rythmes différents. Fait qu'on se rejoint. Ça. Puis on vit toute la même affaire en même temps. Fait qu'on jase du vécu, de ce qu'on a vu dans la journée, de ce qui s'en vient. On est très dans le moment présent. Puis c'est des gens de tous les milieux qui se connaissent pas du tout, qui jasent des mêmes choses, en fait. Fait que ça, c'est beau. Fait que oui, la petite routine du campement. Le lendemain matin, tu te réveilles avec le soleil. Souvent, à ce temps-là de l'année, c'était 5-6 heures le matin. Là. Fait qu'on déjeune le petit gruau, défait le campement, puis on remet ça dans le sac, puis on est parti pour une autre journée. Fait que c'est tout simple comme vie, là. C'est vraiment le strict minimum, là. Je me sentais vraiment dans mon élément. J'étais plus que préparée. Je suis née pour ça. Là, oui, j'étais enfin dessus. Je marchais sur mon rêve. C'est ça. Ça fait des années que tu testes, t'essaies des affaires, t'apprends. Oui, puis c'était au-delà de mes attentes. L'ambiance que j'ai trouvée là, la qualité des sentiers, la beauté des paysages, puis l'aisance avec laquelle j'avançais puis je progressais là-dedans, c'était comme naturel. C'était un gros wow. Là. Fait que quand ça a frappé, la pandémie, j'ai attendez, là. Non, là, moi, je reste ici. Là. Je voulais pas quitter ça. Parce que les frontières ont fermé. Oui. Le gouvernement nous rappelait. C'est ça. Le gouvernement canadien dit j'arrive, revenez au pays. J'y allais à pied. Ouais. J'étais en chemin. Ça aurait pris un peu de temps. Mais techniquement, j'étais en chemin. Là. Laissez-moi le temps d'arriver. Mais c'est là que j'ai fait comme, c'est plus le entre bon mes temps, mains. Là. Non, c'est ça. C'est pas viable actuellement. C'est ça. C'est comme projet. C'est là que... Ouf, la coupure, là. Tout le monde a vécu un choc aussi, je pense, là, à certaines échelles. Mais moi, j'étais avec mon petit sac à dos toute seule au bout du sentier, puis... Excusez, là, mais je me suis écroulée, là, je me suis assise à terre, je suis comme, mais non, je veux rester sur le sentier, moi. Je veux juste marcher, tu sais, je fais pas de mal à personne, mais... Pardon, je veux juste marcher dehors. Je veux juste être dans le bois. C'est tout. Je suis isolée, là. Je suis en full distanciation. Tu sais, honnêtement, je croisais pas grand monde dans une journée. Là. Je me sentais plus à l'abri là que quand j'arrêtais dans les villes. Ben oui, avec raison. Mais là, il fallait que je me rende à l'évidence. C'était là que ça arrêtait. Là. On pouvait pas continuer. Puis j'imagine c'est comme tout le questionnement. Je veux-tu comme pogner pour retourner travailler? C'est ça. Comme, oui, là, parce que là, je retombais un peu dans le vide. Là, j'avais plus de logement. C'est pas ça le plan. Là. Le plan, c'est comme de faire quelque chose pour moi. Là. Exact. Puis c'est la première fois de ma vie que je faisais un projet. Excuse de rire. Ça va. Mais j'en ris aussi aujourd'hui, mais tu sais, c'est la première fois de ma vie que je faisais quelque chose d'aussi grand seulement pour moi. Je le faisais pas pour les autres, je le faisais pas pour l'image, je le faisais parce que c'est ça qui m'appelait, puis je faisais le choix, moi, toute seule, d'aller faire ça. Fait que c'est ça qui était un deuil difficile à faire, parce que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose seulement pour moi. Fait que je retourne travailler, je dis, c'est une question de 2-3 semaines, la frontière va rouvrir,
Tout est beau, ils pensaient la réouvrir au mois de mai. Je suis comme, c'est bon, au mois de mai, ça se joue encore. Je repars sur l'Appalachian Trail. Ah ouais, puis là, c'était de mois en mois. Là. De mois en mois, ça reportait. Puis là, je voyais mon projet reculer. Début juin, je suis comme, mais si je veux faire quelque chose de mon été, j'ai l'opportunité de le faire, puis il faut que je trouve un plan là, à l'intérieur de nos frontières. Puis c'est là que l'idée a germé de faire le Sentier national au Québec. Yes, explique-nous c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est... Oui, c'est très méconnu. Ouais, c'est un peu une chasse gardée. Ouais, c'est comme... Il y a eu une initiative dans les années 90 de faire, c'était Hike Canada en marche. Hike Canada en marche, c'est bilingue, là, de faire un sentier transcanadien purement pédestre, 100% pédestre, d'une province à l'autre. Puis le Québec a embarqué là-dedans avec un beau comité, avec la Fédération de la marche du Québec, puis ont ouvert un sentier de longue randonnée. L'objectif du chantier, parce que c'est encore un chantier aujourd'hui, c'était de faire un sentier en continu de Gatineau à Forillon, avec une traversée aux Escoumins. Ça, on parle de ça dans les années 90. Aujourd'hui, il n'est toujours pas complété, mais il y a quand même un 1650 km existant de sentier au Québec, qui s'appelle le Sentier national, qui est un peu décousu, qui a des petits bouts qui manquent, mais que j'avais découvert en faisant mes longues randonnées en préparation de l'Appalachian Trail. J'avais fait quelques longues randos dessus, notamment en Mauricie, dans la Mastigouche. J'avais fait un petit 7 jours dans le Sentier national de la Mastigouche. Je connaissais le territoire, j'étais au courant qu'il y avait un tracé, je connaissais des petits bouts. Puis là, mon plan B, là, c'était, bon, ben, la seule chose qu'on peut faire le plus long au Québec présentement, c'est le Sentier national. Même s'il est rabouté, je vais le faire. Fait qu'au final, finalement, l'été, c'est l'été 2020, fait que l'été dernier, t'auras passé combien de temps dehors? Comment tu le calcules en kilomètres? T'as passé l'été dehors? Oui, j'ai passé l'été dehors, du 22 juin au 5 septembre, 76 jours de dehors. Bon, il y avait je me suis payé une fois ou deux des petits motels, j'ai dormi chez des amis en chemin. Là. Je n'appelle pas ça de la triche, ça fait partie du voyage, ça fait partie de la longue rando, mais oui, tout l'été. Puis c'est surréel aussi d'arriver à Gaspé. J'étais allée une fois dans ma vie en Gaspésie. Encore une fois, je connaissais pas tant mon Québec avant de le marcher. Là. Puis arriver à Gaspé, arriver à Forillon, en fait, puis avoir une vue sur Gaspé de l'autre côté. Au bout du monde, Presque, juste avant d'arriver au bout, la veille. On arrive à premier point de vue sur Gaspé, je regarde Gaspé, je fais comme, ben voyons, je viendrais même pas ici en auto. Puis là, j'arrive à pied. C'était complètement surréel. Là. Ce moment-là était assez étrange comme feeling. C'est clair. Ben oui, parce que ça porte bien son nom. Là. C'est le sentier du bout du monde. Oui, le bout du monde. Le kilomètre zéro. C'est là que j'ai fini, en fait. C'était la fin du voyage. Magnifique. Elle t'en parle, puis t'es encore toute souriante, t'as les yeux pétillants, tu sais, clairement... ça t'apporte quelque chose, finalement, ce projet-là, ce type d'expérience-là. Qu'est-ce que ça t'apporte, justement? Ben, j'ai découvert que la vraie vie, c'est dans la nature. Là. La vraie vie, nos vrais instincts, notre être vivant, puis tout ce qui nous entoure, c'est dans la nature que ça se passe. C'est pas dans les routes en béton, dans les villes, dans les centres urbains. Fait que j'acceptais de retourner dans mon monde synthétique à condition de garder un pied sur le sentier. Puis ça, c'est là-dedans que je voulais garder j'appelle ça mon pouvoir de calme. Là. En revenant de la trail, j'étais d'un calme. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez active et limite hyperactive, mais je voulais garder le pouvoir de calme que le sentier m'avait donné. Je suis comme, si je veux garder ce pouvoir-là, c'est un super pouvoir. La fin de semaine, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je retrouve le sentier, il faut que j'y retourne pour garder le pied dessus puis me garder ancré dans ma vie. La vraie vie, c'est, en tout cas, c'est ma définition, mais c'est d'apprendre à s'émerveiller de peu, puis à se rendre compte qu'on est riche avec vraiment pas grand-chose, tu sais. Puis il est là, le bonheur, là, il est dans les petits moments simples, puis après ça, c'est qu'on découvre que la vie synthétique nous offre tellement des luxes qu'on a pris pour acquis. Je te souhaite un super succès pour ces 2 derniers tronçons, ces 2 derniers week-ends. Je te souhaite de prendre le temps de ralentir le rythme à ce moment-là, de le savourer chaque pas. C'est inspirant. Fait que merci d'être passé et de nous avoir partagé tout ça. Merci, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup à la maison, merci d'avoir été là, peu importe où est-ce que vous êtes, sur la route, dans la voiture ou à la maison en train de nous regarder. C'est toujours super apprécié de pouvoir prendre ces moments-là avec tout le monde. SamuelAstigui.com, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Si jamais vous voulez me poser des questions, me contacter directement. On se revoit très bientôt.